à tous. Aujourd'hui, alors les PME les entreprises sont à l'honneur, hein. Je pense que le contexte le dit assez clairement. Pour autant, quand on est PME, on peut être un petit peu, pas découragé, mais face un peu à un mur par rapport à toutes les obligations, alors qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient des demandes qui émanent de clients, voire même des fois de votre banquier ou de l'investisseur, vis-à-vis de réglementations extra-financières, hein, l'ESG, la RSE, la durabilité. Et là, à quelques jours, quelques mois en fait, de l'entrée des premiers rapports de la CSRD, hein, je pense que tout le monde qui s'intéresse un petit peu au sujet de durabilité est au courant de cette arrivée, de cette grande directive. Et ben on a souhaité vous partager, de vous présenter, en fait, de laisser la parole à Claudia et d'un outil qu'on trouvait particulièrement intéressant justement pour les PME, pour les aider à naviguer un petit peu dans tout ce qui peut exister dans le domaine. Alors Claudia, bah, écoute, je te cède la parole. Ouais, et ben déjà peut-être pour se présenter, donc enchantée, Claudia Montero de Macedo. Moi, je travaille au ministère de l'économie à la Direction générale des entreprises en tant qu'intrapreneuse et chef de projet du portail RSE. Christophe aussi, je sais pas. Oui, j'ai oublié, je suis rentré bille en tête. Christophe Ménigaud, en fait, je travaille à la BPI et je suis pilote de la CSRD. Donc, je déploie la CSRD pour la Banque publique d'investissement. Et du coup, avant de rentrer plus dans le contexte, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir le portail RSE. C'est un service public qui permet aux entreprises de connaître leur réglementation RSE et qui est porté par la Direction générale des entreprises sous format d'une start-up d'État. Je reviendrai un peu parce que c'est important sur la construction du produit. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les entreprises à se mettre en conformité. Mais déjà, un petit contexte législatif pour bien comprendre de quoi on parle. Il faut savoir que dès 2001, on a eu les premières introductions des obligations de reporting extra-financier. Notre panel législatif s'est enrichi, donc notamment la loi en 2012 Grenelle 2 avec l'introduction du bilan de gaz à effet de serre. Et au niveau européen, on a commencé à s'en saisir dès 2014. On va essayer de ne pas faire trop d'acronymes, mais d'abord avec la NFRD pour Non-Financial Reporting Directive qui a été transposée du coup en 2017 avec la déclaration de performance extra-financière. Et c'était une première introduction pour faire un rapport et expliquer en fait quelle était la démarche un peu RSE de son entreprise. Sauf que la problématique, c'est qu'il n'y avait pas forcément d'harmonisation en fait, des pratiques et qu'on ne pouvait pas comparer une entreprise à une autre. Et donc, dans le cadre du Green Deal, en fait, on a revu un peu ce panel en mettant la fameuse CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, qui a pour but en fait, d'adopter des standards européens avec un langage commun pour comprendre et savoir de quoi on parle, mais d'une entreprise à une autre. Et on va pousser un peu plus loin plus tard avec la CS3D qui est encore en cours de négociation. Je profite du passage entre deux diapos. Sur l'application, hein, vous pouvez poser des questions, je crois. Donc, si on a un petit peu de temps à la fin, on prendra des questions ou dans le public, je passerai le micro. Voilà, je laisse. Et du coup, pour aller un peu plus loin sur la CSRD, qu'est-ce que ça change? On a déjà un élargissement du périmètre. Donc en fait, on a un passage de 500 salariés à 250 salariés, ce qui fait environ 50 000 entreprises au niveau européen. Les rapports devront avoir à peu près la même structure avec 3 thématiques, donc environnement, social et gouvernance. Un contrôle des informations par les organismes de tiers indépendants, ce qui était déjà le cas pour nous en France pour la DPEF, mais pas au niveau européen. Donc ça, c'est une nouveauté également mise en place par la CSRD. Et enfin, l'objectif final, c'est vraiment de le transmettre à l'ESAP, donc le point d'accès unique européen, qui n'est pas encore mis en place, mais qui aura pour objectif en fait, de rendre transparent toutes ces données qui seront récoltées pour après, dans une logique vraiment de transparence des marchés. Pour ce faire, on a quand même un calendrier progressif d'adoption. Donc là, les premières entreprises sont en plein dedans et Christophe pourra nous en parler. On va avoir une deuxième vague à partir de janvier 2025 pour une publication l'année prochaine. Et enfin, les PME cotés, et, les établissements et les succursales jusqu'à 2028, en fait, ça va s'étaler progressivement. Mais la plus grande vague, c'est effectivement à partir là, cette année où les ETI en fait, vont commencer à devoir à remplir en tout cas leur rapport de durabilité et les premières entreprises concernées vont publier leur rapport de durabilité. Peut-être que tu veux nous dire...
Bah oui, je peux partager un retour d'expérience alors je vais pas dire à mi-parcours, à 3/4 de parcours, donc sur la CSRD. Nous, on est soumis BPI France dès cet exercice, donc pour 2025. Alors nous, on était déjà soumis à d'anciennes réglementations, donc on partait pas de rien. Mais c'est vrai que pas le mur réglementaire, mais ça a été énormément d'informations, de nouvelles informations, de structuration à planifier. Heureusement qu'on était déjà un peu outillés et je pense que là on va plus rentrer dans le cœur du sujet dans pas longtemps. L'accompagnement et la bonne compréhension, c'est assez clé et c'est pas évident sur ce genre de texte, ça c'est clair. Et bah, fort de tout ça, effectivement, c'est pour ça qu'on a eu l'initiative du portail RSE. Donc en fait, en France, on a plus de 7000 entreprises qui sont soumises et qui n'ont pas forcément soit une méconnaissance de la directive et des difficultés pour faire leur reporting extra-financier, que ce soit au niveau financier ou même des moyens humains. Et c'est un constat qu'on a fait de façon plus globale d'ailleurs sur les réglementations RSE, à savoir que les premières réglementations, elles commencent environ à partir de 50 salariés. Et donc ça fait plus de 35 000 entreprises françaises. Et nous, sur cette logique de start-up d'État, en fait, on a fait un peu un tour des popotes en interrogeant plusieurs entreprises pour comprendre vraiment quelles étaient leurs problématiques. Et c'est pour ça en fait qu'on a créé ce portail qui a pour but d'être gratuit et d'aider en fait, de créer un chemin unique. Donc j'y viens juste après. Sur l'ambition, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est d'abord d'informer en fait et d'identifier à quelle réglementation on est soumis. Ensuite, de pouvoir piloter, soit directement sur le portail, soit en étant redirigé. On n'a pas voulu refaire des plateformes qui existaient déjà et qui sont fonctionnelles, mais vraiment plutôt de permettre d'avoir des outils pour les réglementations qui ne sont pas encore en cours ou où il n'y avait pas de solution, donc typiquement la CSRD. Et enfin, l'objectif final, c'est vraiment de faciliter avec le fait d'obtenir ces déclarations pré-remplies dans une logique de dites-le nous une fois. Donc de prendre toutes les données au sein de l'administration et les faire remonter automatiquement pour alléger justement cet exercice de reporting extra-financier. À date, où est-ce qu'on en est? On a déjà 9 réglementations qui sont intégrées dans l'outil, dans un espace de simulation donc, qui vous permet en fait de répondre à la première problématique, à savoir est-ce que je suis soumis ou pas à ces réglementations. On n'a pris que des réglementations génériques pour ne pas rentrer encore trop dans du spécifique et du sectoriel qui forcément sont un peu plus complexes à ingérer. Mais donc c'était la première brique qu'on a voulu poser et qu'on a enrichi avec le tableau de bord qui permet en fait de savoir où est-ce qu'on en est et de compléter typiquement la base de données économiques, sociales et environnementales qui est une des réglementations qui a le plus d'indicateurs. Il y en a 100 pour les entreprises de 50 à 300 salariés et plus de 300 pour les entreprises de plus de 300 salariés. Et enfin, on a rajouté un espace sur le rapport de durabilité. Donc comme ça, vous avez une sorte de guide interactif qui vous permet de comprendre un peu pas à pas et de revenir sur toutes les étapes clés pour faire son rapport de durabilité. Le rapport de durabilité, c'est le petit nom du rapport CSRD. C'est comme ça que ça a été traduit dans les textes français. Le livrable final, quelque part. Et donc, je pourrais parler pendant des heures, démo, mais c'est le mieux temps. est les images. Et du coup, hop, donc là, vous voyez, en fait, on a 3 parties. Donc, l'espace simulation dont je parlais, l'espace avec les fiches réglementaires où on a expliqué, enfin, le tableau de bord. Et on a mis une petite FAQ pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez vous poser. On a fait une petite définition de la RSE parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Et enfin, on rappelle l'initiative, à savoir du ministère de l'économie. Pour faire votre simulation, vous avez besoin de votre numéro sirène. Et au hasard, on a pris BPI France pour faire un petit big up. Et du coup, là, on prend automatiquement les données par API. Et donc, en fait, ça permet d'avoir une première idée. Donc, l'effectif, le chiffre d'affaires et les bilans, vous pouvez modifier. Mais là, on voit que, surprise, la BPI va devoir faire son rapport de durabilité comme tout. Et ainsi que les 9 autres réglementations. Vous pouvez revenir sur la simulation, modifier et donc avoir un résultat qui va s'actualiser. Et donc là, typiquement, si on avait changé les seuils, on aurait vu que la BPI aurait été soumise à aucune réglementation. En revanche, il faut aller un peu plus loin pour avoir une simulation qui est plus adaptée à son entreprise. Et donc là, il va falloir se connecter et en fait compléter des champs pour après avoir son tableau de bord qui est plus représentatif. Typiquement, est-ce que j'ai un système de management de l'énergie ou pas? Ça peut changer et avoir des impacts sur mon choix.
Donc là, on nous explique pourquoi on est soumis à telle ou telle réglementation. Et donc, par exemple, j'avais mis système management de l'énergie, ça m'exempte en fait de l'audit énergétique, ce qui n'aurait pas été le cas si je n'avais pas causé la case. Ensuite, on se dit, mais qu'est-ce que l'audit énergétique? Et donc, on a fait des petites fiches qui vous synthétisent avec vraiment les questions clés. On n'a pas voulu aller trop loin, mais vraiment la fréquence, les sanctions. Et pour les juristes plus aguerris, vous avez les textes de référence ou des renvois vers des sites ministériels qui vont aller un peu plus loin sur l'explication. Nous, c'était vraiment pour donner une première vue, en fait, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. On a fait la même chose pour chacune des réglementations qui sont recensées. Donc là, c'est un autre exemple sur l'index EGAPRO. Égalité homme-femme. Si je reviens maintenant sur mon tableau de bord, on va trouver la fameuse BDESE, base de données économiques, sociales et environnementales, où on a pris en fait tous les indicateurs. Et donc ça, vous pouvez déjà commencer à remplir votre BDESE. Et donc là, il faudra faire une petite configuration, mais après, vous aurez tous les indicateurs que vous pourrez remplir, puis la télécharger pour après avoir le livrable final. À savoir que la BDESE, c'est un document interne à l'entreprise quand même, donc vraiment les informations sont personnelles à l'entreprise. Pour l'index EGAPRO et le BGS, on met également le statut pour voir s'ils sont à jour ou pas, donc ça on le prend par API, et on voit que la BPI a bien publié son index EGAPRO, mais également son bilan GES. Et on a une redirection vers les plateformes nationales où vous êtes censé en tout cas faire votre publication. Pour ceux qui ont plusieurs entreprises, vous pouvez ajouter une entreprise. Donc ça, c'est également une fonctionnalité qui peut être intéressante. Et je pense qu'on va passer au rapport de durabilité, puisque vous posez tous la question de que faire pour la CSRD. Donc on a repris un pas à pas avec les différentes étapes qui sont décortiquées. Et du coup, on va rentrer plus dedans en se disant, mais c'est parti. Et donc là, on va commencer par l'analyse de double matérialité avec effectivement, on a appris la même logique à chaque fois, les prérequis, les objectifs de chacune des étapes qu'on a décortiqués ensuite pour aller plus loin, et également des définitions. Donc, typiquement, la double matérialité, c'est une notion un peu nouvelle qui est apportée par la CSRD, qu'on peut revenir dessus. Et à chaque fois, on va avoir la même structure, à savoir l'étape 1, ça va être comprendre le contexte. Qu'est-ce que je dois faire au niveau de mon entreprise? Et on a ces petites flèches qui nous disent, voilà, je dois faire ça, ça, ça. À savoir que ça a été fait sur le guide de l'autorité des normes comptables et les FRAG, donc qui sont les personnes qui sont en charge de faire ce reporting. Sur l'analyse de double matérialité, on permet également la sélection des enjeux de durabilité, qui sont une étape préalable pour après savoir comment collecter quelles données en fait on va devoir reporter. Donc on va avoir des choix un peu plus personnels après. Donc ça, c'est vraiment pour vous aider à faire une présélection. On explique également à côté les exigences de publication et les objectifs de chacun des ESRS, qui sont les fameux standards européens, pour comprendre en fait pourquoi, si jamais cette ESRS, donc ce standard est applicable à mon entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'on a cherché à vous mettre en évidence les objectifs. Si pour aller vers un truc sectoriel, après, vous avez également les standards internationaux. Ouais, t'es vite. Mais... Et pareil, après, on vous explique comment faire. Donc, vous avez des petits schémas pour vous aider dans un processus de sélection qui est plus ou moins évident. Et les documents sources qui permettent d'aller plus loin. Donc c'est vraiment un pas à pas expliqué à chaque étape pour comment déjà décortiquer et après vraiment se mettre en action, quoi. Et une fois qu'on aura fait son analyse de double matérialité, on en vient sur la collecte des données. Et donc là, on vous a repris, il faudra faire effectivement un exercice supplémentaire de savoir sur quelles données on doit faire son reporting. Et ensuite, on va aller dans les ESRS en tant que tels, où vous allez pouvoir télécharger les fameux data points. Donc ça, par contre, ils sont disponibles qu'en anglais pour le moment, malheureusement, mais au moins vous les avez sous la main, et vous avez également les textes en parallèle qui sont sur l'autre partie de chaque ESRS, où ils sont en français. Je voulais pas vous déprimer de bon matin. Mais en tout cas, on a mis les tableaux également qui sont en index, et donc ça, vous pourrez les télécharger pour faciliter en tout cas votre répartie. Alors je dois dire que nous, on utilise tout le travail qu'ils ont fait, même si nous, on est quand même pas mal équipés, tout ça, mais tout le découpage de la norme qui n'a pas été bien fait, en fait, vos équipes ont tout retravaillé, réindexé, donc c'est hyper pratique, même pour des plus grosses structures.
Et donc là, après, on a également mis les rapports. On avait beaucoup de questions de comment on fait bien son rapport de durabilité. Donc on a mis des modèles avec les premiers qui sont déjà en ligne. Et donc là, au hasard, j'ai pris celui de IRWI. Et donc si vous allez, là, vous voyez leur rapport de durabilité, ça peut vous donner des indices en fait sur comment structurer son rapport. Donc là, on voit qu'ils l'ont fait sur la base de l'ESRS2, etc. Donc ça permet d'avoir comme ça une première idée de comment faire. Et voilà. Et du coup, tu veux peut-être nous raconter un peu plus sur votre rapport de durabilité, comment vous êtes pris? Nous, je pense que c'est un petit peu plus. Donc, on n'a pas utilisé puisqu'on a commencé un petit peu avant, et puis c'est vrai que l'outil s'est développé en parallèle. C'est vrai que nous, on partait au niveau de BPI France, on était déjà soumis à la déclaration de performance extra-financière qui existait déjà avant, mais on est repassé par exactement les étapes dont Claudia a parlé, c'est-à-dire commencer par l'analyse de double matérialité. Ça nous a pris environ 3 à 4 mois. On a fait un choix de consulter nos parties prenantes, donc parce qu'on a une structure dans le secteur financier, c'était un petit peu moins, on va dire, évident, ou en tout cas moins simple d'évaluer vraiment de manière objective et pas subjective, hein, mais les sujets, les différentes ESRS qui s'appliquent à BPI France. Donc un travail qui a duré entre septembre et décembre 2022-23. Puis après, on est passé dans la gouvernance, donc, puisque l'analyse de double matérialité, elle doit être validée en interne. Et en parallèle, tous les indicateurs là, que Claudia a montré, les fichiers Excel, on est ensuite passé au peigne fin, puisque nous, en fait, de notre analyse de double matérialité, tout est ressorti matériel. Donc BPI France, nous, on a tout à on a tout qui s'applique. Néanmoins, on repasse quand même ligne à ligne. Donc il y a quoi, un peu moins de 1200 data points. On les a repassés un par un pour dire, ok, celui-là, oui, mais celui-là, pas vraiment, hein. BPI France ne produit pas d'énergie renouvelable, donc on a pu évacuer le E1.8, je crois. Voilà, donc ça nous a permis quand même d'alléger un petit peu le futur rapport, ne serait-ce que pour le futur lecteur. Et voilà, donc ce travail-là. Puis ensuite, on s'est en parallèle doté d'un outil de saisie, puisque c'est vrai que tu en as parlé, mais à terme, le rapport de durabilité, il va être audité. Et il va être déposé, alors pas tout de suite, mais dans quelques années, sur une plateforme. Et en fait, pour ça, il faudra que la donnée soit bien taguée, identifiée comme tel ou tel data point. Donc on a fait le choix de se doter d'un outil de collecte et de l'information, avec des contributeurs, des valideurs, et que le CAC, le commissaire aux comptes, pourra revenir et vérifier donc toute la piste d'audit, qu'il n'y a pas eu de brèche là-dessus. Et donc voilà, et donc là on en est à l'étape qui est juste après, qui a commencé il y a 15 jours, qui est de la collecte d'informations. Donc même si on est soumis sur l'exercice 2024, donc qui se terminera au 31 décembre, il y a quand même beaucoup de narratifs dans la CSRD. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut déjà mettre, hein, les éléments de gouvernance, les politiques en place. Hein, ce n'est pas le 30 décembre qu'on va les signer. Hein. On les a déjà là. Donc on peut déjà, je pense, faire un bon 2/3, à mon avis, du rapport qui peut déjà commencer à se rédiger aujourd'hui. Ce qu'on va faire, ça va nous permettre aussi d'envoyer un peu de grain à moudre à nos CAC, à nos commissaires aux comptes qui sont en attente justement d'avoir un truc à auditer. Et puis tout début 2025, là on rentrera sur les données quantitatives, donc tous les indicateurs, les cibles, les objectifs. Et là on aura un temps assez court, puisque nous, notre rapport sort au 25 mars, et il doit ensuite passer toutes les étapes de validation interne, d'audit, tampon du comité d'audit. Donc voilà, donc ça prend un peu de temps. Voilà. Sans compter que BPI France a comme un de ses deux actionnaires, c'est la Caisse des dépôts, qui produit aussi un rapport, et donc on doit leur envoyer aussi toute l'information pour leur propre rapport. Voilà, donc pas mal de boulot en perspective. Et est-ce que du coup tu peux nous raconter pour la phase 1, donc sur l'analyse de double matérialité, si tu as des bonnes pratiques Alors l'analyse de double matérialité, c'est vrai qu'il y a beaucoup... en fait, la norme n'est pas prescriptive. On ne nous dit pas c'est absolument comme ça que vous devez le faire. Ils nous disent simplement qu'on doit... Enfin simplement, c'est jamais hyper simple non plus avec les frags, mais on nous dit vous devez prendre en compte les impacts, risques et opportunités de toutes les normes environnementales, sociales et de gouvernance. Donc il y en a 10. Nous, on a fait le choix, comme je disais, d'utiliser une consultation de parties prenantes, internes et externes.
hein. Donc c'est ça qui a duré aussi un petit peu de temps parce qu'il fallait planifier, mais il fallait aussi déjà identifier nos parties prenantes. Donc ça, on le faisait par ailleurs parce qu'on est quand même pas mal connecté. Alors déjà avec nos clients bien sûr, nos fournisseurs aussi, et puis nos partenaires d'affaires, parce qu'on en a beaucoup, vous pouvez vous en douter. Voilà, toute cette phase-là d'identification, mais aussi de priorisation, et puis après de commencer à sélectionner les enjeux sur lesquels on les a consultés. Il y a d'autres structures, y compris au sein du groupe Caisse des dépôts par exemple, qui, eux, n'ont pas fait le choix de consulter à l'externe, mais d'organiser des ateliers. Alors, ils ont fait plein d'ateliers de 3-4 heures avec telle fonction, telle ou telle fonction dans l'entreprise. Donc, ça a été un peu plus long. Ils ont pu commencer plus tôt, mais ça a été beaucoup plus, disons, intensif, je pense, en charge de travail. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Je pense que ça dépend de l'organisation. Ça dépend aussi souvent de qui prend le sujet à l'interne. Traditionnellement, on voit 3 grandes directions qui peuvent piloter cette CSRD. La direction financière, la direction des risques ou, je dirais, la direction RSE, durabilité. Chez BPI France, voilà, on a fait le choix de l'équipe durabilité parce que voilà, sur ces sujets-là, on était un petit peu plus mature. Mais dans d'autres structures, ça peut être la direction financière ou les risques parce que eux, ils ont l'habitude des états financiers, donc du séquençage, de l'échange avec les CAC, etc., ou qu'il n'y a pas de fonction durabilité qui est déjà en place dans l'entreprise. Donc, il faut bien que quelqu'un commence à prendre le bâton. Après, les équipes RSE sont jamais bien loin parce que alors certes, c'est de la gestion de projet, il faut interagir avec les auditeurs, mais c'est plutôt un petit peu plus tard, disons, dans le process. Mais quand il faut travailler sur les sujets, à un moment donné, il va vous falloir des gens qui sont au plus près de ces sujets-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir différentes organisations. Il n'y en a pas une, enfin, organisation du travail, on va dire, mais il n'y en a pas une meilleure que l'autre, mais ça va vraiment dépendre de comment l'entreprise est organisée. Et est-ce que ça vous a permis de faire émerger des nouveaux sujets justement grâce à l'analyse de double matérialité? Alors c'est une bonne question. C'est vrai que c'est quelque chose qui remonte pas mal en ce moment de qu'est-ce que ça a changé parce qu'on est finalement à 6 mois des premiers rapports. Là, ils vont sortir en mars les premiers. Alors il y en a quelques-uns, mais officiellement ça va être mars 2025. Alors moi, ce que je dirais, c'est que on était soumis déjà à la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, donc il y avait beaucoup de sujets qu'on prenait déjà. Donc il y avait quand même une certaine maturité dans l'organisation. Néanmoins, le fait que tout ressorte comme matériel et que ça soit pas juste des ONG qui nous le disent, mais que ça soit aussi des directeurs exécutifs qui sont au comité exécutif qui nous disent ça, ça a quand même fait remonter l'importance de beaucoup de sujets qu'on n'aurait pas forcément associés à BPI France. L'eau, la pollution, les déchets sont ressortis matériels. Alors, on ne va pas les traiter de la même manière qu'un ArcelorMittal ou un Lactalis, qui eux vont avoir un petit peu plus d'effluents parce que c'est des industries agroalimentaires ou que c'est des industries lourdes. Néanmoins, on a quand même un rôle à jouer, nous BPI France, pour accompagner les entreprises. Donc on le prend un peu sous ce prisme-là. Après, l'autre, et peut-être, je ne dirais pas que c'est le plus important, mais ça a quand même positionné le sujet vraiment très haut dans l'organisation. On n'avait pas forcément accès avant, sur ces sujets-là en tout cas, au comité d'audit, donc une émanation du conseil d'administration, avec la même ampleur que ce qu'on pouvait avoir avant. Le climat, alors avec les coques verts, vous avez tous un petit bout de vert là sur votre bandeau là, BPI France. Le climat là, c'est vraiment ancré dans l'ADN de BPI France, mais parce que voilà, c'est poussé depuis plusieurs années. Mais il y a d'autres sujets peut-être un petit peu plus émergents, la biodiversité ou autres, qui eux arrivent comme un peu partout, ils prennent un peu plus de temps, ils sont un peu plus compliqués aussi à appréhender, notamment pour une banque. Parce que nous, nos impacts, c'est pas nous, enfin c'est pas nous, c'est les autres, mais c'est pas dans nos bureaux qu'on artificialise ou qu'on va consommer énormément d'eau ou rejeter beaucoup de déchets. En fait, c'est via nos financements
et via nos investissements que vont se faire et qu'on va avoir un impact et où on peut quelque part s'attribuer une part de responsabilité sur ces sujets. C'est le cas par exemple sur le climat. Si vous avez 10% d'une entreprise qui émet 100 000 tonnes de CO2, en fait, les méthodologies aujourd'hui vous disent vous avez 10% de ce 100 000 tonnes, vous avez 10 000 tonnes pour vous, qui sont dans ce qu'on appelle le scope 3. Ça c'est assez mature sur le climat, ça ne l'est pas encore sur d'autres sujets. Donc cette ampleur de sujets qui sont donc identifiés comme matériels pour BPI France, on va avoir à les travailler dans les prochaines années. Et ça les place vraiment au bon niveau, je pense, dans l'organisation, au niveau du COMEX, qui est déjà bien sûr sensible à tout ça, au niveau du conseil d'administration, avec beaucoup de choses à continuer de travailler dans les prochaines années pour être en phase avec, avec l'exercice de transparence qui est attendu par la CSRD. Et j'en profite sur la CSRD, une des grosses craintes, c'est l'effet de masse qui va arriver. Et t'en parlais notamment sur la biodiversité. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un principe de progressivité donc, qui a été mis déjà dans le calendrier d'adoption, mais également dans les indicateurs. Et typiquement, ça fait partie des éléments sur la biodive où on est au courant, qu'on n'a pas encore toutes les informations. Le but est de tendre au maximum dans un objectif de transparence, mais en prenant en compte les réalités du terrain. Et c'est même d'ailleurs dit dans le texte, il y a une clause de revoyure où on pourra avoir en 2028, si je ne m'abuse, si tout va bien. Et puis il y aura les normes sectorielles aussi qui vont arriver. Voilà. Alors, oui, assez parlé de moi. On va, de moi, de BPI France. Prochaines étapes pour le portail. Et continuer sur l'analyse de double matérialité. On en parlait, mais effectivement, c'est une étape clé. Et donc, nous, je suis peut-être pas assez revenu dessus, mais dans la logique vraiment de start-up d'État, donc si vous allez sur le site, il y aura marqué Betagoo, c'est vraiment l'incubateur de la DINUM. Et l'idée, nous, c'est vraiment de se baser en fait sur les retours des entreprises pour voir vers où on va et comment en fait on fait pour aider les entreprises. Donc c'est déjà en ligne. Nous, on est hyper friands en fait des retours des entreprises pour comprendre quels sont leurs besoins. Et une des premières qui a été faite, c'est d'avoir plus d'éléments sur l'analyse de double matérialité. Donc là, en ce moment, on a rajouté de nouvelles fonctionnalités. Donc vous voyez la sélection pour les enjeux qui sont marqués dans la directive, mais également, et d'ailleurs je crois que c'est en ligne dès aujourd'hui, pour ne pas vous déplaire, vos enjeux personnels. Donc comme ça, vous pouvez rajouter vos propres enjeux personnalisés et avoir après une liste qui vous correspond et qui est adaptée à votre entreprise. Ensuite, on est toujours heureux d'avoir de nouveaux rapports pour justement aider en fait, les entreprises à avoir des modèles. Donc, si jamais vous êtes un peu plus avancé et que vous voulez les partager, c'est avec grand plaisir. Sur les enjeux, on va également marquer si on sont matériels ou pas pour avoir une correspondance entre l'analyse de double matérialité et après la collecte des données. Et enfin, pour aller un peu plus loin, donc t'en parlais, il y a effectivement beaucoup de qualitatifs et il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà des éléments qui peuvent être réutilisés. Donc c'est ce qu'on parle d'analyse d'écart. Et donc on est en train de travailler sur une intelligence artificielle, parce que ça reste quand même un peu moderne. Et l'idée en fait c'est de prendre tous ces données déjà existantes et de les passer à la monnaie, de voir s'il n'y a pas des correspondances et des éléments que vous avez déjà en ressources pour après pré-mâcher en fait ce travail de collecte de la donnée. Ça c'est sur le court terme. Et après vraiment notre ambition c'est de continuer sur la CSRD et d'enrichir les fonctionnalités. Mais on n'oublie pas également l'autre problématique sous-jacente, à savoir les réglementations RSE de façon plus globale et comment on peut avoir un outil de pilotage. Donc on va enrichir en fait tous ces espaces avec un tableau de bord qui sera plus fonctionnel, intégrer des nouvelles réglementations et ce que j'expliquais au départ, d'avoir un peu du dites-le une fois et de prendre toutes les données au sein de l'administration et de les faire remonter automatiquement. Et je pense qu'on peut passer à l'étape des questions, s'il y en a. Exactement. Alors on voulait vous présenter cet outil que je trouve absolument génial, et donc ça fait pas mal de temps finalement qu'on collabore sur les différents événements qu'on peut faire, parce que c'est encore une fois un BPI France a pour objectif d'accompagner les PME, les entreprises. Peut-être juste avant de passer je rappellerai en fait, puis alors, je vais faire de la pub pour BPI France, mais je rappellerai aussi qu'on ne fait pas d'argent là-dessus, mais il y a beaucoup de diagnostics et d'accompagnement subventionné et que la BPI France canalise. C'est-à-dire que c'est des subventions ADEME. On met en relation les entreprises
avec des consultants. Il n'y a plus que le reste à charge pour les PME, les entreprises. Et il y a des missions d'accompagnement sur des diags décarbonation, donc des bilans carbone, sur l'éco-conception avec de l'analyse de cycle de vie sur un produit, sur la performance de vos bâtiments immobiliers, sur des missions RSE. On va bientôt avoir un diag sur l'adaptation au changement climatique. Est-ce que votre entreprise est prête, un diag biodiversité, donc tout ça arrive. Et encore une fois, là-dessus, on ne fait pas d'argent, nous. Hein. Donc c'est simplement des dispositifs où on va aider les entreprises en allant chercher la subvention pour elles. On enlève la paperasserie, un seul guichet unique, BPI France, et vous pouvez avancer là-dessus. Et pourquoi j'en parle, c'est que la CSRD, en fait, qu'est-ce qu'elle vous demande? Elle vous demande de travailler des sujets E, S et G. Alors, ce sera beaucoup de E pour beaucoup d'entreprises. Hein. Le climat, je pense que c'est assez central pour beaucoup d'entre nous. Et pour ça, il y a des accompagnements, il y a des subventions possibles. Donc, pas hésiter à chercher. Et puis, en complément en fait, du portail, je pense qu'il ne faut pas hésiter, alors c'est un peu ce que vous faites, mais à vous nourrir aussi de ce genre d'événements, d'interprofession aussi. Si vous êtes dans un secteur, il y a les associations interprofessionnelles offrent souvent des travaux sur la CSRD de plus en plus. On voit même des travaux, des donneurs d'ordre en fait, qui lancent des programmes pour préparer toute leur chaîne de valeur. Je pense à la SNCF, je pense à Orange aussi, qui est en train de lancer aussi un programme là-dessus, dont on est partenaire par ailleurs, pour justement aider les PME dans leur chaîne de valeur à se préparer à la CSRD, parce que c'est des entreprises qui se sont dotées de grandes ambitions et qui veulent embarquer tous leurs clients français en plus. Donc c'est vraiment une opportunité pour les et régions aussi, je rajouterais. Les régions, oui, pardon, mais c'est vrai, tout à fait. Qui aident beaucoup, notamment par exemple des problématiques plus territoriales sur les déchets et la gestion. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites également. Je pense à la Nouvelle-Aquitaine par exemple, mais il y en a beaucoup qui aident et qui structurent justement pour aider les entreprises. Tout à fait. Donc beaucoup de symbiose entre ces différentes choses, et le portail est vraiment, je pense, hyper clé pour rentrer dans les sujets. Donc on a une petite dizaine de minutes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors je sais pas. Alors j'ai vu qu'on nous demandait de parler plus fort. Alors, je suis désolé. C'est vrai que le retour est pas forcément évident, mais j'espère que vous avez quand même bien entendu la conférence. Oui, alors il y a une question, alors je vais y aller. Oui, vous m'entendez? Mais je vais rapprocher. Vous m'entendez ou pas? Et là, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Simplement, alors, je suis Laurence Fabre, je travaille pour Transparency International France, qui est une ONG qui travaille sur les questions de gouvernance et particulièrement sur les questions de lutte contre la corruption au sens large. Est-ce qu'à travers ces nouvelles législations importantes en matière, au niveau européen, qui aujourd'hui vont s'appliquer aux entreprises, est-ce que vous sentez qu'il y a, en termes de gouvernance de ces sujets, un décloisonnement? On sait que la RSE, c'est une chose, la conformité en matière de lutte contre la corruption, c'est encore autre chose. Et est-ce qu'on sent une transformation peut-être de la gouvernance en interne pour avoir un bloc, finalement, de conformité entre corruption, vigilance et SRD? Je pense que Christophe en parlait tout à l'heure, mais effectivement, c'est un peu la question de la RSE qui a la charge. Et on a des devoirs, qu'est-ce qui le prend et qu'est-ce qui assume la responsabilité. Et donc, des retours des entreprises que j'ai pu avoir, il y en a beaucoup qui se demandaient qui va assumer. Mais en fait, ce qui est au final positif, parce que ça permet un dialogue et de se rendre compte que la RSE, en fait, c'est diffus, ça touche tout le monde et c'est à tout étage en fait, d'une entreprise. Et donc, comment justement on arrive à entamer. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant l'exercice de l'analyse de double matérialité. Ça force à questionner en fait autour de soi, à prendre en compte. Et au-delà en fait de juste la charge de travail que ça peut demander, de juste faire un rapport de durabilité, finalement, c'est pas le livrable en lui-même qui est intéressant. C'est vraiment comment on prend ce sujet à bras-le-corps et qu'on le voit dans l'ensemble de son entreprise et à tous les âges en fait, si je peux. Je compléterais aussi tout à fait ça en disant que la norme, donc il y a une norme, la norme gouvernance G, qui détaille quand même beaucoup justement tous ces sujets. Et alors on rappelle, la CSRD, c'est une obligation de transparence. C'est pas une obligation de faire, mais de transparence. Maintenant, c'est tellement découpé
et accompagner, enfin et guider, disons, et vu les questions, ça structure enfin peut-être pour une fois beaucoup plus clairement ce qu'on attend finalement des entreprises. Alors est-ce qu'elles seront parfaites dès la première année? Non, mais le sujet est suffisamment bien détaillé, bien structuré pour, je pense, répondre à ces questions, et alors qu'avant, il n'y a rien qui obligeait à les traiter. Donc, est-ce que les entreprises seront parfaites dès la première année? Non, mais elles seront obligées de le dire. Et donc, je pense que petit à petit, on va aller vers ce plus grand décloisonnement, parce que de toute façon, la CSRD, la manière dont on prend le sujet et on va collecter l'information en interne et on va monter le sujet dans les plus hautes strates de la gouvernance, COMEX, conseil d'administration, je pense que ce sujet-là, s'il n'était pas déjà pris, va devoir être pris par les entreprises. Ça, c'est sûr. Et nous-mêmes, j'en ai pas parlé, mais c'est un peu le sujet de rajouter plein de réglementations. En fait, c'est qu'on se rend compte que y a par exemple la BDSE, on peut penser que c'est une obligation de droit social, mais en réalité, ça touche également. Il y a des sujets qui sont communs avec la CSRD, où on demande par exemple le bilan de gaz à effet de serre, qui est peut-être demandé par la RSE. En fait, non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global et qui englobe en fait toutes les directions. Donc c'est également ce qu'on a voulu faire. J'en ai peut-être pas moins parlé, mais nous, au niveau ministère de l'économie, c'est un devoir aussi de simplification qu'on a voulu mener en mettant en commun toutes ces réglementations et de voir quels sont les points un peu de synergie et comment on peut également simplifier le droit à travers ça. Bon, je vois que le son n'est pas idéal. Encore une fois, je m'en excuse. Je vois il y a plusieurs commentaires. Ah, il y a un décalage. Ah, d'accord. Alors, il faudrait que je fasse de la D5 entre le... Ouais, désolé vraiment pour ces soucis techniques. J'espère que vous avez pu suivre un petit peu quand même un peu. Oui. Je voulais juste poser une question très pragmatique parce que du coup, en termes de social, on transmet nos DSN tous les mois. On transmet nos bilans à l'administration. Voilà. Donc, comment ces données, j'ai vu dans la diapo, mais est-ce qu'elles vont être collectées pour justement pré-renseigner tout ça? Parce que là, j'ai été effectivement voir. Donc, nous, on est une PME en dessous de 250. Donc, effectivement, pas de CSRD, mais BDSE, tout ça. Donc, effectivement, on peut aller payer des startups qui font ça, en fait. Mais qu'est-ce que l'État prévoit? Parce qu'en fait, la donnée, on la donne déjà. Mais comment on ne la donne pas 15 fois de manière différente, en fait? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont prévues? C'est tout l'objectif d'ailleurs du portail justement, et là on a commencé, je montrais pour bilan de gaz à effet de serre et index EGAPRO, donc ça c'est des éléments qu'on a déjà et donc qu'on récupère et qui nous permettent de voir justement le statut, si on est à jour ou pas à jour, et on peut aller à un point un peu plus loin en fait de faire remonter la donnée automatiquement. Là on le fait pour la simulation, pour l'effectif, pour le chiffre d'affaires. On va essayer de le faire de façon beaucoup plus massive. Avant, il y a effectivement des enjeux, notamment de sécurisation. Typiquement, la BDSE, c'est interne à l'entreprise. Donc, il faut qu'on mette des éléments. On a des briques avant d'authentification, de sécurisation et pour la donnée. Mais c'est vraiment notre objectif, c'est d'aller vers cette volonté de dites-le nous une fois et arrêter effectivement de demander trop aux entreprises. On est vraiment sur la CSRD d'abord, en tout cas donner de plus en plus, et après c'est le premier sujet qu'on va essayer de traiter. Vous êtes combien là sur ce travail? Voilà. C'est vraiment partie de toi et de quelques autres pour on est développer en interne. C'est une start-up interne, donc voilà. C'est aussi pour comprendre le boulot qui a été fait au sein qui est assez impressionnant. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur... Alors, si vous avez tout compris, la CSRD, moi je suis impressionné, mais il y a une question là-haut? Non? Ah? Non? J'ai peut-être mal vu? Non? Très bien. Ou c'était sur l'application peut-être? J'ai peut-être pas... J'ai une question sur le logiciel que vous utilisez à BPI, si c'est possible de savoir lequel c'est. Alors, donc il y avait une question sur le logiciel qu'on utilise nous à la BPI pour collecter. Alors, je vais avoir un peu de scrupule à donner une marque parce que voilà, je veux pas être prescripteur. Le choix a été fait en fonction de nos contraintes. Alors je peux vous le raconter, enfin je pourrais vous le donner en off, on va dire.
mais il y a beaucoup d'offreurs de solutions aujourd'hui pour des logiciels de collecte de la donnée, de validation pour avoir toute la piste d'audit. Nous, on avait des besoins assez spécifiques, secteur financier, et on a des comptoirs de données ESG auxquels on voulait brancher. Donc ça impliquait techniquement des choix de certains. Donc je ne veux pas donner plus de marques. Enfin voilà. Maintenant, il y en a beaucoup qui existent là. Enfin, en parallèle de ce salon, il y a ProDurable qui est alors de l'autre côté de Paris, à la Porte Maillot, où il y a une quantité d'offreurs de solutions maintenant qui est énorme, aussi bien pour les PME que pour les très grosses boîtes. Hein. Nous, on est 4000. Donc, on va peut-être dans l'autre spectre, mais voilà, en fonction de si vous êtes voilà, un seul site ou alors multi-site, multi-pays. Donc, voilà, on peut s'en parler en off, ça me fera plaisir, mais voilà, je vais pas être trop prescripteur sur. Pas envie de paraître avantager quelqu'un. Voilà. Alors, il nous reste 3 minutes 26. On a encore le temps éventuellement d'une dernière question ou on peut prendre les choses après. On aura un peu de temps avant. Ah oui, une question là. Est-ce que c'est... alors, en fait, c'est 3 questions en une. Donc, c'est le seul portail, c'est le seul point d'entrée pour le reporting en France? Oui, tout le monde doit mettre dedans. Donc, les Alors, 7000. pardon, je précise, il n'y a pas d'obligation d'utiliser le portail RSE, il y a juste une obligation de se mettre en conformité. Après, que vous allez effectivement vers d'autres logiciels, ça c'est pas... Okay, Nous, ça on va voulait simplifier, on va dire, d'utiliser le portail. Ok. Est-ce qu'on peut automatiser les insertions sur des applications externes? Est-ce qu'il y a des API qui peuvent se connecter parce qu'il y a beaucoup de startups qui travaillent sur le sujet. De prendre vos propres données et après de les mettre, de les déverser sur le portail. Oui, ça c'est quelque chose qu'on envisage effectivement. On a eu beaucoup de demandes par rapport à ça. C'est pas encore le cas à date, mais. Très bien. Je garde ma 3e question. Parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci pour votre beaucoup. patience aussi et tolérance par rapport aux petits soucis techniques. On s'en excuse. Et puis, bah, très bonne journée Big. Il y a une autre conférence Masterclass CSRD à 15h ici, en Masterclass 7, où on reviendra justement sur les grands enseignements à 6 mois des premiers rapports. Donc j'aurai l'honneur de présenter encore, mais avec un commissaire aux comptes, donc qui viendra partager un peu son retour. Donc voilà, bon Big, profitez bien de la journée. N'hésitez pas si vous avez des questions, on reste disponible également sur LinkedIn à toutes nos actualités. On a une adresse contact, des ressources sur la FAQ aussi. Et sinon, bah, on est là. Bonne journée.